terre, quand plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique? Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Voilà. Avec quelques tout petits extraits. Ah, je prends le micro. Et donc, vous avez donc eu des tout petits extraits du film. Alors, je vais un peu les commenter. Alors, bon, vous avez l'avant-dernier extrait que vous avez vu, c'est le docteur qui part de l'hôpital sous protection des casques bleus de l'ONU. Ça veut dire que cet homme est menacé. Et là, on rejoint aussi les premières images lorsque les femmes disent qu'elles se sont cotisées pour le faire revenir. Il faut savoir que dans un pays comme le Congo, porter témoignage, dénoncer les criminels, dénoncer surtout l'impunité dont ils jouissent, ça vous expose à de grands dangers. Et donc le docteur a été victime d'une tentative d'attentat en 2012. Et je m'en souviens d'autant plus que le livre venait d'être publié. Il était passé à Bruxelles, on l'avait présenté. Et le lendemain matin, il a repris l'avion, est passé par le Burundi, est arrivé dans son hôpital, est rentré chez lui. Et chez lui, des hommes en armes sont entrés, ont tué son chauffeur, et lui, il s'est jeté en dessous de la voiture, et c'est vraiment par miracle qu'il a eu la vie sauve. Et à ce moment-là, il est rentré, il s'est exilé en Belgique, il a fui le pays tout de suite, et il est arrivé en Belgique, et là je l'ai vu pendant 3 mois, littéralement tourner en rond en Belgique, tous les hôpitaux, les cliniques, tout le monde l'invitait, il aurait pu trouver du travail très facilement, mais les femmes de là-bas lui téléphonaient, lui écrivaient « Docteur, on a besoin de vous, docteur, ne restez pas en exil ». Et les femmes que vous avez vues dans cette première séquence, ce sont des femmes cultivatrices, très pauvres. Elles avaient même eu l'idée de vendre leurs légumes, de vendre leurs produits au marché pour essayer de réunir 1000 €, enfin la somme nécessaire, pour lui envoyer un billet d'avion et dire « il faut revenir ». Et quand le docteur qui était en Belgique, bien soigné, très respecté, quand on lui a dit que les femmes se mobilisaient comme ça pour son retour, il a dit « au diable la sécurité, tant pis, je rentre ». Et il est rentré, et il a recommencé son travail et son témoignage. Et c'est à ce moment-là que les Nations Unies ont décidé de lui donner une escorte. Donc il a décidé, lui, de vivre dans l'enceinte de l'hôpital. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est pas le meilleur endroit du monde quand même. Il a une petite maison là, qui est dans le périmètre de l'hôpital, dont il ne sort pas. Et quand il sort, c'est avec une escorte de casques bleus qui l'amène. Donc ce n'est plus un homme libre qui peut bouger librement dans sa ville de Bukavu, aller voir sa famille, même aller à la messe. Aller à l'office, il ne peut pas le faire, c'est trop dangereux. Et j'anticipe un peu peut-être sur la fin de la conférence, mais le climat aujourd'hui au Congo est très mauvais, et cette escorte que vous avez vue dans l'extrait du film, il ne l'a plus aujourd'hui. Les Nations Unies ont décidé de retirer ces casques bleus, il n'a plus de protection, et un médecin que je connaissais qui travaillait dans une des succursales de son hôpital près de la frontière du Burundi a été assassiné dans son bureau voici une dizaine de jours, et ce médecin était un des adjoints du docteur Mukwege. Alors les Congolais ont dit oui, mais c'est une histoire d'argent, une histoire de jalousie, n'importe quoi. Mais tout le monde, en tout cas moi, tout le monde y a vu un avertissement adressé au docteur, parce que le docteur est un homme qui parle, qui témoigne depuis des années, et son témoignage dérange tout le monde. Il dérange
les violeurs, les abuseurs, mais aussi les politiques, parce qu'il dénonce l'incapacité du pouvoir politique à stabiliser la région, à restaurer la paix. Il dénonce l'impunité, on y reviendra aussi. Le fait que les gens qui commettent des crimes, qui sont vraiment des crimes contre l'humanité, ne sont pas poursuivis, sont graciés, sont parfois même promus dans l'armée. Dans le film, il y a une scène où un curé dit « Vous êtes dans un pays où pour devenir général, il faut avoir tué 1000 personnes ». Ce sont des choses que le docteur dénonce, et donc il est dangereux. En plus, le docteur est un démocrate qui s'oppose à l'idée d'un pouvoir politique qui se prolonge, qui reste au pouvoir au-delà du deuxième mandat. Et enfin, il est très respecté à l'étranger. C'est quelqu'un, quand il vient en France, il était reçu par le président Hollande, il était reçu par Obama. Donc il est très écouté, très respecté. Il a failli être lauréat du prix Nobel. Et tout cela, l'autorité politique, évidemment, on est jalouse, ça nourrit des jalousies. On se dit, mais il est plus populaire que le chef de l'État lui-même. Et donc, c'est un homme qui est en danger. Et chaque fois qu'on lui pose la question, quand il vient en Europe, « Docteur, est-ce que vous allez retourner? Docteur, est-ce que vous n'avez pas peur ?» Il répond, c'est ça le vrai courage, il dit « Si, j'ai peur. J'ai très peur, je ne quitte pas mon hôpital. Ma protection, maintenant, on me l'a retirée. Je fais attention, mais on ne peut pas tout prévoir. » Mais quand même, il retourne. Il retourne parce qu'il estime qu'il a son travail à faire, que les femmes ont besoin de lui et qu'elles l'attendent, comme vous avez pu le voir dans le film. Alors, le docteur n'est pas seul, c'est une autre des séquences que vous avez vues, c'est qu'il forme d'autres médecins congolais et il a le soutien de médecins étrangers, dont celui que vous avez vu dans le film, un Belge, le docteur Cadiel, qui est un spécialiste en laparoscopie. C'est-à-dire que quand les femmes sont opérées, le docteur, la plupart des obstétriciens opèrent par voie basse. Ils opèrent par le bas. Et souvent, sur le plan technique, c'est difficile, les femmes sont détruites, enfin, je vais essayer d'expliquer ça après. Et le docteur Cadier a mis au point une technique qui s'appelle la laparoscopie, où on peut intervenir par le haut. On fait un trou au niveau de l'estomac, on introduit une caméra, et puis on peut aller recoudre, mais par l'intérieur, ce qui est moins intrusif, qui blesse moins les chairs, si vous voulez, qu'une opération par voie basse. Et donc le docteur Kadir, 3 fois par an, à titre personnel, bénévole, avec tout son matériel et son équipe, va à Bukavu et le docteur rassemble pour ces moments-là toutes les femmes qui ont besoin d'être opérées. Et en une semaine, Kadir opère plusieurs dizaines de femmes non-stop. Et ça, c'est la scène que vous avez vue dans le film. Voilà, donc ça c'est un peu une petite explication sur les images que vous avez vues. Mais maintenant, je voudrais quand même revenir un peu sur l'historique de ce qui se passe au Kivu, parce que pour un public, disons non initié, ça peut paraître abominable, le fait que des femmes soient systématiquement violées, que le viol, comme le dit le docteur, soit utilisé comme une arme de guerre. Alors, il y a une chose qu'il faut vraiment, sur laquelle j'insiste, ce n'est pas le viol, la violence destructrice à l'encontre des femmes, ce n'est pas, comme on aurait envie de le dire, quelque chose qui s'est toujours fait, qu'on a toujours vu au Congo, parce que ce serait une bande de sauvages, de barbares qui ont toujours fait ça. C'est absolument faux. Le viol des femmes est un phénomène nouveau, c'est un des visages les plus abominables de la guerre moderne. Ça ne se pratiquait pas autrefois, du temps avant la colonisation, pendant ou même après. C'est arrivé au Kivu dans la foulée du génocide au Rwanda. Rappelez-vous, le Rwanda, 1994, 800 000 Tutsis sont massacrés au Rwanda. C'est la haine ethnique, la haine identitaire, comme on dirait aujourd'hui, qui fait que les Hutus massacrent les Tutsis, et il y a une volonté d'extermination des Tutsis. Et il y a un phénomène qui, à l'époque, au Rwanda, est passé inaperçu, c'est le viol des femmes. Les femmes rwandaises n'osaient pas dire qu'en plus des massacres, des mutilations à l'arme blanche, il y avait le viol systématique. Mais
ce n'est qu'après, lorsqu'il y a eu les grands procès du tribunal international d'Arusha, que des femmes rwandaises ont osé témoigner et dire, en plus des massacres à l'arme blanche, à la machette et tout ça, il y avait aussi le viol, il y avait aussi l'inoculation du sida, qui était comme un virus qu'on injecte dans le corps, et puis finalement ça tue à long terme, quoi, ça tue à petit feu. Donc ça s'est passé au Rwanda, 1994. Après le génocide, vous avez plus d'1 million de civils rwandais qui fuient vers le Kivu, le sud Kivu, le nord Kivu. Ils fuient parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'ils refusent le nouveau régime qui est mis en place par des Tutsis de l'étranger. Ils fuient, s'installent dans des camps de réfugiés au Congo. Et là, on constate que 1,5 million de réfugiés rwandais sont installés et essayent de dominer les populations locales congolaises parce qu'ils sont mieux armés, plus forts, plus équipés. Ils ont envie de rester au Congo. Première guerre du Congo, 1996-97, les camps sont démantelés. Un grand nombre de ces réfugiés rentrent au Rwanda, mais les pires, ceux qu'on appelle dans le langage de la région les génocidaires, ceux qui ont commis le génocide au Rwanda, restent pour des raisons évidentes. Ils n'ont pas envie de retourner au Rwanda, d'être confrontés à la justice, peut-être d'être tués, ça peut arriver, de subir la vengeance. Donc ils restent au Kivu et ils essayent de s'y installer. Une deuxième guerre éclate en 98, elle durera jusqu'en 2002, et ils restent, ils choisissent les armes, ils sont dispersés à l'intérieur du pays, et puis finalement ils essayent de s'accrocher, de rester. Mais pour cela, il faut conquérir la terre, il faut avoir des lieux où on peut s'implanter. Et pour